comme ça après ça nous permettra de pouvoir de vous donner accès à l'enregistrement vidéo si vous voulez du coup revoir des choses ou le partager avec des collègues. Donc si vous avez des questions, je vous propose de les poser dans le chat pendant que les intervenants parlent. Ensuite, moi, je prends la liste questions. Si c'est quelque chose de bloquant comme un problème de connexion, tout ça, j'essaie de le gérer. Si c'est des questions sur ce qui est dit, je les prends et comme ça, après, je peux les poser pendant les sessions de questions. Et après, je pourrais aussi vous donner la parole pour ceux qui ont un micro pour pouvoir poser les questions directement à l'oral. Voilà, bah écoute Jérôme, si tu veux commencer. Ok, vous m'entendez correctement? Oui, oui, on t'entend bien. Donc, bonjour à tous. L'idée ici, à la demande de Michael et Raphaël, c'était de vous présenter de manière assez générale, sans rentrer dans le détail technique, les résultats en fait qui sont visualisés dans Syntheny Viewer. J'ai préparé une dizaine de diapositives pour vous dire quelle est la méthodologie qui a été utilisée pour comparer les génomes pour obtenir un jeu de gènes conservés ou gènes orthologues qui, de facto, sont accessibles via l'outil Syntheny Viewer. Et dans cette présentation également, je vais mentionner les évolutions en cours de la méthodologie, des résultats et même de l'outil auquel nous avons pensé, puisque à la fois les méthodologies de génomique comparée et l'outil dans lequel on donne accès à ces données, les deux sont en constante évolution. Donc la deuxième diapositive est une illustration de l'évolution des plantes à fleurs ou angiospermes avec encadré de rouge et de bleu les deux grandes familles sur lesquelles on travaille, que sont les monocotylédones, donc essentiellement les céréales, et les dicotylédones. Et encadré au milieu en vert figure le blé. Et donc nous avons travaillé ces trois espèces ou ces trois lignées différemment. Nous avons initialement travaillé les monocotylédones, nous avons travaillé les dicotylédones et nous avons fait un travail ciblé sur le blé, de telle sorte qu'aujourd'hui, le Syntheny Viewer est décliné en trois instances. Ceci a vocation à évoluer, mais c'est l'état actuel de disponibilité de l'outil. Donc on peut avoir accès à des données de génomique comparée, donc un set de gènes conservés chez les monocotylédones. De la même manière, via une autre instance Syntheny Viewer au dicotylédone, et nous avons aussi un outil centré blé dans lequel on a essayé d'accumuler d'autres informations que juste l'accès à des gènes conservés. L'idée ici étant d'avoir un outil permettant de cumuler différentes données de génomique, mais pas seulement, de génétique quantitative, en intégrant des données notamment de QTL et méta-QTL, et peut-être à terme des données omiques, pour pouvoir comparer les génomes ou les espèces par leur génome, mais pas que, pouvoir comparer des QTL en position d'orthologie, voire des données omiques en position d'orthologie. Le tout visant à faire de la recherche translationnelle, c'est-à-dire de pouvoir, de manière expertisée, exploiter au maximum les données acquises, alors les données aujourd'hui génomiques, mais comme je viens de le dire, très rapidement à tous les niveaux de résolution de génétique et de génomique, donc pouvoir exploiter ces connaissances sur une espèce pour une espèce apparentée. Euh, donc on a trois instances, mais comme vous le verrez, grâce aux derniers résultats, on peut, et c'était un verrou jusqu'à présent, on peut maintenant comparer les monocotylédones et les dicotylédones, et une des exploitations immédiates, c'est pouvoir exploiter toutes les données de génomique fonctionnelle d'Arabidopsis par rapport aux céréales, par exemple. Mais dans un premier temps, par rapport à l'existant, il y a une instance permettant de travailler chez les monocotylédones, une instance travaillant les dicotylédones et une instance centrée blé.
Donc, je vais vous dire dans ces différentes instances quelles sont les données de base qui sont accessibles par l'outil Senteny Viewer. Euh, donc, l'outil Senteny Viewer, si on passe à la diapositive suivante, l'outil Senteny Viewer donne accès, vous verrez par quelle fonctionnalité, mais donne accès globalement et simplement à un catalogue de gènes conservés entre espèces. Alors, il y a plusieurs méthodes lorsqu'on compare deux génomes, et je pense que tous ici autour de ce webinaire avons nos outils favoris ou nos approches favorites. Donc, l'objet ici n'est pas de discuter la meilleure des méthodes. Il y a plusieurs outils ou approches pour identifier un set de gènes orthologues entre espèces. Nous, dans notre philosophie, on essaie d'aller un peu plus loin qu'un simple catalogue d'espèces. Alors, je peux faire un catalogue d'espèces en faisant du BLAST et puis des paramètres de, d'analyse de paramètres d'alignement. C'est ce qui est mentionné par CIP, CALP ici. C'est des critères de criblage d'alignement en fonction de leur qualité. Je cite ça, mais par exemple, certains d'entre vous utilisent par exemple OrthoMCL qui définit des orthogroupes et donc des groupes de gènes orthologues. Quel que soit l'outil, on a une liste de gènes conservés entre espèces. Dans Senteny Viewer, on va un peu plus loin que juste des paires de gènes conservés. On a fait une deuxième couche d'analyse qui consiste à identifier des groupes de gènes conservés. Donc, ce n'est pas des paires, mais c'est prendre en considération le contexte. Je donne plus de poids si un gène est conservé entre deux espèces dans un environnement, par exemple, de 10 gènes consécutifs conservés dans cette même espèce. Je donne plus de poids sur la notion d'orthologie. Et on est allé un peu plus loin en faisant une troisième couche, c'est donc la troisième partie de cette représentation de la méthode, qui est la reconstruction des génomes ancestraux. Donc, qu'est-ce qu'un génome ancestral? C'est en fait un génome minimum qui n'existe pas, hein, qui est un modèle mathématique, c'est un génome minimum qui regroupe l'ensemble des gènes conservés dans au moins deux espèces que je considère. Donc, je considère un set, par exemple, de 5 céréales. Dans le génome ancestral sera positionné les gènes conservés dans au moins deux de ces espèces. Et il y a la conservation de l'ordre des gènes. Les gènes sont aussi positionnés dans cet ancêtre en prenant en compte l'ordre de ces gènes chez les espèces modernes. Donc, je ne vais pas rentrer plus en détail. Il y a bien un premier volet avec différents outils à disposition d'identification de paires conservées, un deuxième volet sur du groupage. Il y a aussi différents outils à disposition avec chacun des points positifs et points négatifs. Et une troisième approche qui consiste à reconstruire un génome théorique ancestral avec des outils classiques MRGA, DREAM et ANGE et bien d'autres qui existent aujourd'hui. En tout cas, dans Senteny Viewer, c'est bien cette philosophie-là qui est proposée, où on a accès non seulement au génome moderne, aux gènes conservés entre ces génomes modernes, mais aussi le génome ancestral. Donc, si on passe à la diapositive suivante, ceci vous mentionne la publication, si vous êtes intéressé par le Senteny Viewer DICOT. Donc là, on est chez les DICOT. C'est la publication qui présente l'ensemble des données qui ont été fournies à Michael et Raphaël pour être implémentées dans Senteny Viewer. Donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail. Donc cette publication et donc l'outil Senteny Viewer DICOT associé inclut 9 espèces qui sont représentées en bas à gauche, inclut donc les orthologues identifiés sur ces espèces par la reconstruction d'un génome ancêtre, l'ancêtre des rosides, ARK, constitué de 7 ou 21 chromosomes et porteur de 6250 gènes ancestraux, c'est-à-dire 6250 gènes pour lesquels des relations d'orthologie sont disponibles au sein de ces 9 espèces considérées. Donc, Senteny Viewer DICOT permet de naviguer entre un génome ancestral et 9 espèces de DICOT et avoir accès à des liens
de gènes ancestraux et de gènes conservés entre espèces modernes. Diapositive suivante. Ceci est la publication qui présente les résultats pour l'outil monocotylédone ou céréales. Donc, dans cet article, et donc l'outil Synthénie-Viewer associé, à quoi a-t-on accès? Nous avons accès à 5 espèces de céréales, un jeu de gènes orthologues entre ces espèces par la reconstruction d'un génome ancestral pour Ancestral Grass Karyotype AGK de 7 ou 12 chromosomes, et 8581 gènes ancestraux, donc conservés entre au moins deux des espèces considérées. Et donc l'outil Synteny Viewer permet de naviguer entre ces espèces modernes de céréales via le génome ancestral pour questionner ces relations de gènes orthologues. Sur la troisième diapositive, c'est la troisième instance où on a voulu faire une instance centrée espèce. Donc là, c'est plus le génome ancestral, là on est vraiment sur une espèce qui montre que l'outil Synteny Viewer peut être aussi décliné par famille, monocode, dicode, mais peut être décliné pour une espèce qui intéresse une communauté. Donc là, le génome qui nous intéresse, c'est le blé. On présente toutes les relations d'orthologie avec les céréales. Donc là, il y a 4 espèces à disposition. Ici, on a 72 000 gènes chez le blé avec des relations d'orthologie avec ces céréales. Et ce que l'on a voulu montrer, c'est la capacité à intégrer d'autres informations pour une version espèce centrée, non seulement des informations de génomique comparée, mais d'autres informations un peu de génomique fonctionnelle. Donc là, en l'occurrence, on a inclus des données de QTL qui permet pour un QTL de blé de visualiser sa localisation, d'avoir un inventaire de gènes à disposition, gènes blé sous ce QTL de blé, mais aussi immédiatement sur un même écran avoir donc l'inventaire des gènes orthologues chez les autres espèces. Et bien évidemment, on peut imaginer si un gène qui a été validé fonctionnellement chez le riz a l'aplomb de ce QTL chez le blé, ça devient un gène candidat pour faire des validations fonctionnelles au laboratoire après. Donc là, on rentre vraiment dans ce qui nous semble être de la recherche translationnelle, avec bien sûr le premier seuil, le premier socle, la génomique comparée centrée sur une espèce, et en cumulant un maximum d'informations, ici génétiques quantitatives, et bien sûr, on aimerait mettre des données bibliographiques, voire des données de omiques au sens large pour naviguer entre espèces et pouvoir transférer un maximum de connaissances entre espèces proches. La diapositive suivante, bon, c'est juste un exemple d'exploitation de Synteny Viewer chez les céréales pour la recherche translationnelle avec un exemple concret. Donc à gauche de la diapositive, vous avez le Synteny Viewer blé et sans rentrer dans le détail, ceci va vous être montré par Raphaël, mais l'outil permet pour une région donnée d'avoir donc l'inventaire des gènes orthologues chez le riz, le sorgho, le maïs et Brachypodium. À droite, vous avez des phénotypes pour un sauvage et des mutants de Brachypodium qui montraient des épillets surnuméraires. Bon, les épillets surnuméraires, c'est une composante du rendement, plus j'ai d'épillets par plante et le rendement est accru. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a un orthologue blé pour ce gène et est-ce que c'est un orthologue fonctionnel, c'est-à-dire que cet orthologue conférerait le même phénotype, c'est-à-dire la présence d'épillets surnuméraires au sein de l'épi. Et donc c'est ce qui est représenté à droite en bas. Ici, vous avez effectivement des mutants du gène orthologue qu'on a identifié grâce à Synteny Viewer, où par rapport au wild type, vous avez systématiquement des épillets surnuméraires sur l'épi. Donc on a bien validé un orthologue fonctionnel entre Brachypodium et le blé pour un caractère qui est la morphologie de l'épi, grâce à l'exploitation directe de Synteny Viewer blé, en exploitant un gène Brachypodium d'intérêt, en allant trouver son orthologue et puis bien sûr faire une validation. Là, il y a du travail de création de mutants et de validation de mutants, bien entendu. Et donc ça, chez le blé, il y a une série de gènes que l'on a pu
réellement transporté, transféré essentiellement de brachypodium ou du riz au blé, où on a montré la conservation de la fonction. Dernière diapositive sur l'évolution de l'outil. Donc, vous avez les 3 papiers référents qui décrivent la méthodologie qui a abouti à des résultats de génomique comparée, et vous avez en regard 3 instances Centennial Viewer, dicote, céréales, blé, qui donnent accès à ces données. Donc, vous avez toutes les informations à disposition. Aujourd'hui, dans le cadre d'un projet qui a été accepté par l'Institut Carnot Plantou Pro, qui court à partir de janvier prochain jusqu'en 2020, en partenariat avec l'URGI et notre unité, le GDEC, mais aussi l'IPS2 à Paris, nous voulons faire évoluer Centennial Viewer, premièrement par rapport aux données délivrées. Donc là, vous avez un article récent qui nous donne une résolution beaucoup plus importante des données de génomique comparée ou des relations de synthénie entre espèces. Donc, pour faire l'histoire courte, nous avons une quarantaine de génomes qui ont été comparés. Je ne rentre pas dans le détail de la méthode. Vous avez la phylogénie. Les points rouges et bleus montrent des événements de duplication. Peu importe, la philosophie, c'est que nous avons réussi à reconstruire l'ancêtre des plantes à fleurs. Donc, ça veut dire que maintenant, nous avons plus de 22 000 gènes ancestraux dans un karyotype ancestral reconstruit qui permet d'avoir des relations de synthénie plus robustes que l'on avait jusqu'à maintenant entre monocotylédones et dicotylédones. Donc, on peut fusionner les instances synthénie viewer séparées. Ça, c'est la première chose. Et en plus, on gagne en résolution, puisque pour les dicotylédones, rappelez-vous, nous étions à peu près à 6 000 gènes ancestraux, on est à près de 10 000 gènes ancestraux, ou autrement dit, relation d'orthologie qui permet de naviguer entre dicotylédones. Pour les monocotylédones, on était à 8 580 exactement en relation d'orthologie, on est à 14 000 relations d'orthologie. Donc on a 14 000 relations d'orthologie pour les monocotylédones, près de 10 000 pour les dicotylédones. On augmente notre capacité à comparer les génomes de ces deux lignées et en plus, le génome ancestral permet d'unifier les deux familles principales d'angiospermes pour obtenir une seule instance de Centennial Viewer. Et bon, c'est le premier point d'évolution de Centennial Viewer pour les mois à venir. Et le deuxième niveau, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer avec l'outil Centennial Viewer centré espèce au travers du Proof of Concept blé. L'idée là est de pouvoir cumuler différentes couches d'informations. Donc, vous avez vu l'information avec le Centennial Viewer blé pour les méta-QTL ou QTL, pour faire du QTL comparé. On peut imaginer mettre des informations géoises ou d'autres informations omiques de type RNA-seq, si on a des RNA-seq qui sont comparables en termes de tissus, par exemple, d'informations biologiques qu'ils délivrent entre espèces. Donc, les deux points d'évolution, c'est unification au travers de ce travail ici illustré qui nous permet d'avoir un ancêtre des plantes à fleurs. Et deuxième niveau d'évolution, c'est rajouter des couches d'informations qui nous permettent de gagner dans notre capacité et la résolution que l'on a à faire de la recherche translationnelle entre plantes à fleurs, que ce soit des modèles ou des espèces d'intérêt agronomique. Voilà, je vous remercie. Merci Jérôme. Du coup, je vais prendre les questions. Alors déjà, j'ai une petite question à propos des slides. Du coup, vous pouvez récupérer directement les slides en cliquant sur, je pense, à droite, dans l'onglet à droite où il y a écrit présentation. Je suppose que vous pouvez les récupérer ici. Et sinon, du coup, on pourra bien sûr vous les envoyer. Sinon, donc du coup, est-ce qu'il y a des questions pour Jérôme? Je vais réactiver les micros, c'est pour ceux qui ont un micro qui marche. Et puis sinon, vous pouvez les poser dans le chat, avant qu'on passe à la présentation plus en profondeur de l'outil informatique, on va dire. Tu entends ma voix, Michael? C'est bon? Ouais, Philippe, on t'entend. Super.
Est-ce que tu as une question ou c'était pour tester ton micro déjà? C'était pour tester le micro déjà. Ok. Euh, alors, j'avais quand même une question. Est-ce qu'il existe, mais Jérôme connaît très bien la question, parce que ça fait un moment que je la pose. Est-ce qu'il y a un fichier FASTA des 22 899 gènes, alors soit CDF, soit protéines, qui est disponible? Donc, Vous Jérôme, avez entendu? je sais pas si tu as entendu la question. Donc Philippe demande si il y a du coup un fichier qui regroupe ces 22 899 gènes qui est déjà disponible ou pas. Oui, les 22 000 gènes, si c'est juste l'inventaire des gènes, dans chacune des publis, et pour ce qui est des 22 000 gènes, la publi qui est référencée ici délivre ces informations, si c'est ça la question. Dans chacune des publis que je viens Et de citer, il y il a, y a des il y a fichiers des, il y a, qui il y a, sont il y a des séquences à accès somme aux associées ou informations des pas? gènes. Mais j'ai pas entendu la question, donc je ne sais pas si ça répond. Excuse-moi. Il y a des séquences à somme associées à cette liste de Oui, gènes? tout à fait, ouais, Ok. bien sûr. Ok, donc voilà, il faut aller sur cette publi Reconstructing the genome of the most recent common ancestor of flowering Oui, plants. et pour les fichiers bruts, sur les autres publis, pour les monocotes ou les dicotes, il y a toujours les fichiers associés. Si c'était ça la question, mais j'ai pas entendu. Oui, c'est ça. C'était ça. Après, pour Du coup, ce qui est visualisé dans Senteny Viewer, bon, je pense que Raphaël le dira, le fichier d'entrée et pas le fichier brut donner accès aux publications. Il y a eu un travail de reformatage, de mise en forme des champs. Et c'est ça vraiment la question. C'est pas les fichiers qui sont associés aux publications, là, qui sont juste dans un processus de revue d'articles, qui sont directement pris en compte par Saint-Élivu. Alors, il y a eu un travail assez important de reformatage. tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Jérôme? Ok, bah du coup on va passer à la présentation de Raphaël et vous pourrez poser vos questions après la présentation de Raphaël. Du coup vous pourrez trouver la présentation de Raphaël à droite, mais il va essayer de partager son écran, ce qui lui permettra d'avoir accès au lien et pouvoir montrer des choses en live en fait. Donc on espère que ça va bien marcher en live. Bon en effet Raphaël a un problème de micro, donc il va juste déconnecter et se reconnecter pour voir si ça marche, sinon je lui donnerai mon micro. Donc ça va juste prendre une minute.
Est-ce que vous m'entendez? Ça va mieux? Non, je t'entends pas. Tu m'entends pas? Non. Ah, mais moi, je suis pas branché. Donc toi, tu m'entends? Non, c'est bon. Ok, apparemment Julien m'entend. Moi, j'entends. Ok. J'entends. Très bien. Par contre, j'ai pas le son. C'est pas grave. Donc s'il y a des questions, vous les posez par chat et puis on en discutera par la suite. Je vais du coup essayer de partager l'écran. Moi, j'entends mal, je sais pas si Est-ce qu'on sort bien? j'entends mieux Fidèle. Un instant. C'est un Sennheiser là ton casque? Oui. Ok. Jérôme, tu m'entends là, c'est bon? Je vais essayer aussi pour les collègues, ça va. Oui, donc, qui me dit. Pas de fonction, t'entends pas fort, peut-être que tu utilises le micro de ton portable, du coup, ça va dégrader la qualité. Et pourtant, l'autre il est activé. Hein. Il n'y a que le. C'est casse-pied. Pierre dicte à son ordinateur, il préfère dicter que taper ou utiliser un papier et un crayon. Apparemment, ça marche. Ok. Donc c'est bon là, vous m'entendez ou pas? Pour moi, c'est bon. Ok. Très bien, je vais commencer. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc là, ici. Alors ça, c'est juste la présentation, mais est-ce que vous voyez apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas si je fais partage d'écran. Je vois pas ton écran, je vois juste la slide. Oui. Webinaire. C'est pratique, ça. Là. Partage d'écran, Ouais, mais apparemment, il faut que j'installe un outil, là, je suis en train de le récupérer. Ok, donc on va retenter le partage d'écran. Ok. Ok, normalement c'est bon, vous devriez voir mon écran. Ouais, c'est bon, là, c'est en train de choisir. Bien. Là, on peut voir ma tête. Ok. Ok. Bien, on va attaquer là-dessus. Donc s'il y a un souci sur la visualisation, vous pouvez toujours avoir les diapos qui reprennent la présentation que je vais faire et avec les liens vers l'application, donc qui est attaché dans les documents de la vidéoconférence. Donc je vais faire d'abord une partie sur le lexique utilisé. Donc je vais parler d'instances de SentinyViewer. Ce que l'on voit ici, c'est la sélection de datasets. Donc un dataset correspond peu ou prou aux instances dont parlait Jérôme. Donc on y retrouve sur la première page de l'application le choix du jeu de données. Donc le jeu de données céréales, le jeu de données Bicote,
le jeu de données blé dont Jérôme parlait, et puis un autre jeu de données sur les animaux que je n'évoquerai pas ici. Donc à chaque fois on a une vue centrée par dataset, par instance, donc avec des jeux de données qui sont isolés les uns des autres, à une exception près dont Jérôme a déjà parlé tout à l'heure. Donc, je vais d'abord vous présenter les façons de rechercher dans Synthénie. On a plusieurs types de recherche. Donc, on peut rechercher si on a un nom de gène d'intérêt directement. On peut rentrer ce gène-là et lancer la recherche directement. On peut faire une recherche par chromosome ancestral ou chromosome de blé. Donc là, je suis centré sur le dataset blé. Donc, on a le chromosome du blé ici avec ses 21 chromosomes. Et il y a... Ah oui, d'accord. De 1A au 7D. Et on peut aussi rechercher par des génomes modernes. Donc si on est intéressé plutôt par, si on connaît mieux le génome du riz par exemple, on peut chercher sur un chromosome en particulier sur le riz. On sélectionne d'abord l'espèce, ensuite le chromosome sur lequel on a un intérêt particulier. Et ensuite on a une liste de sélection pour lesquels on a de l'homologie sur le chromosome de référence. Donc le blé en l'occurrence, puisqu'on est sur le jeu de données blé. Donc là on a 3 chromosomes de blé qui sont, pour lesquels on peut avoir des homologies avec le chromosome 10 du riz. À titre de comparaison, si on va regarder chez les dicotes, on a donc tous les différents chromosomes ancestrales des dicotes. Vous pouvez ignorer le fait qu'ancestral en bas c'est sur un jeu de données de test. Les espèces qui sont dans le jeu de données dicote, donc de l'arabido, de la fraise, du peuplier, etc. Et donc à chaque fois on sélectionne l'espèce moderne, un chromosome d'intérêt, et on a un ou plusieurs chromosomes ancestraux qui sont à partir desquels on peut chercher la visualisation. Et dans certains jeux de données, dont le blé et également les céréales, on a une recherche qui s'affiche au bout d'un certain temps, pour lesquels on peut aller chercher des informations sur des QTL. Donc, pour le jeu de données céréales, les données de QTL, ce sont des données que l'on a récupérées dans le système d'information GNPIS. C'est un travail qu'a effectué Laura Burlot qui est avec nous, pour afficher des QTL dans l'interface. Et pareil, sur le jeu de données 8, ici, on peut également faire une recherche par QTL. Donc là, c'est des données que Jérôme nous a transmises et que l'équipe a reconstruites, l'équipe de Jérôme en GDEC. Donc on peut d'abord faire une recherche sur un trait d'intérêt. Donc on a de la complétion là qui est disponible. Donc on sélectionne un des traits d'intérêt. Donc là, ici, on a en dessous un ou plusieurs QTL sur lesquels on va centrer dans la vue de résultats. Je vous montrerai le résultat de la recherche tout à l'heure. On va commencer avec quelque chose de simple. Je reviendrai sur les paramètres de recherche juste après. Donc on affiche donc la recherche pour le chromosome sur ce chromosome 2 du brachypodium pour ce gène donné. Donc on a dans la fenêtre de résultats, sur la partie haute des résultats, le chromosome de référence ou le chromosome ancestral selon le jeu de données. Donc là, ici, on est sur le dataset blé, donc c'est le chromosome 3A du blé que l'on visualise ici. Vous voyez le curseur? Oui. Donc c'est très coloré, comme vous pouvez le voir. Tac. Comme vous pouvez voir, il y a un code couleur. Pour chaque groupe d'homologie, on a une couleur qui est assignée et qui permet de visualiser assez facilement tous les gènes qui font partie d'un groupe d'homologie donné. Alors il y a une vingtaine, une trentaine je crois de couleurs, donc il peut y avoir des recoupements sur des gènes qui sont à proximité dans l'interface, mais pour lesquels il n'y a pas d'homologie. Pour bien voir les relations et les gènes qui font partie d'un groupe d'homologie, en passant le curseur sur l'un d'entre eux, on voit qu'ils sont allumés, qu'ils sont surlignés. Et donc sur les gènes, sur les chromosomes 2 brachii, 1 du riz et 3 du sorgho, donc là on a un groupe d'homologie pour lesquels on a de la conservation. Et on peut le voir sur le jeu de données blé, on a 4 gènes consécutifs ici, qui sont alignés et pour lesquels il y a eu une duplication dans l'histoire évolutive. Et donc,
Ici, on a sur ce jeu de données-là, sur cette visualisation-là, on a tous les gènes qui sont dans des groupes d'homologie. Sur d'autres jeux de données, si on va voir par exemple sur les céréales, on peut avoir des chromosomes pour lesquels on n'a aucun résultat, donc ils sont grisés, ils sont juste pas du tout affichés là, enfin ils sont affichés mais gris. Et au sein d'un chromosome sur lequel on a des relations d'homologie, on a des gènes qui sont blancs, transparents. Ces gènes-là, on n'a aucune donnée d'homologie dans le système. Et ici, vous voyez un gène qui est isolé mais qui est coloré. Ça veut dire que sur ce gène-là, il y a des relations d'homologie qui sont visibles quelque part ailleurs, mais pas dans la fenêtre de visualisation courante. Les gènes ici sont les chromosomes sur la gauche là sont classés par proximité phylogénétique par rapport au chromosome ancestral ici. Et donc plus on s'éloigne vers le bas, plus la distance phylogénétique est grande. Donc ça, c'est aussi des données qui ont été fournies par l'équipe de Jérôme. Je vous présenterai tout à l'heure le format d'échange, comment le remplir. Donc sur le génome de référence que l'on voit ici, donc, on peut naviguer sur ce génome de référence de manière très basique, se déplacer d'un gène vers la droite. Donc enfin, je ne l'ai pas dit, mais bon, c'est explicite. Chaque boîte ici correspond à un gène donné. Donc on peut se déplacer en amont, en aval. À chaque fois, ça met à jour toute la visualisation de la synthénie sur l'ensemble des chromosomes pour lesquels on a des informations. Et on peut également naviguer sur un chromosome si on a un gène pour lequel on souhaite aller voir plus d'informations. On peut cliquer dessus. Ici, il recharge automatiquement la fenêtre de visualisation. Et on a des informations quand on fait un clic droit ou un clic gauche selon le jeu de données. On a des informations contextuelles qui sont affichées. Donc le nom du gène. Ici, les positions génomiques sur le chromosome. Le strand, et pareil, on a la notation du génome et le nom du génome et la version de la notation. Je reviendrai plus tard sur le détail de ce menu contextuel. Donc quand on sélectionne un gène, on va recentrer d'office la vue. Et donc il y a des régions pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'homologie, contrairement à ce que l'on avait tout à l'heure, où l'intégralité des 20 gènes de la fenêtre courante étaient allumés, donc pour lesquels on avait des relations d'homologie. Je reviens brièvement sur les paramètres d'affichage ici. Donc ça permet un petit peu de personnaliser l'affichage. On peut, si l'on souhaite, afficher plus de gènes sur les chromosomes modernes. Ici, donc là on a par défaut ici on a une vingtaine de gènes qui sont affichés sur les chromosomes modernes, et on peut également modifier le nombre de gènes affichés sur le chromosome de référence. Ici, donc ça va mettre à jour les relations d'homologie. Et donc là, comme vous le voyez, ça dépasse du cadre. Donc je vais recentrer. Hop là. En complément, on a, donc ça je reviendrai quand on verra les QTL dessus, si on veut afficher beaucoup plus de gènes, on peut le faire. Ça risque juste simplement d'être un petit peu plus long si on sélectionne beaucoup trop de gènes dans les fenêtres. Là ça dépasse du cadre, donc on a mis en place un petit mode pour voir des données de manière plus compacte. Donc ça va recharger la même fenêtre, mais avec un détail, enfin des détails de gènes plus compacts. Au niveau de l'interface, vous voyez une inversion de chromosome qui s'est produite dans l'évolution entre brachii et le sorgho. Donc pour faciliter la visualisation, on peut inverser un chromosome intégralement sur la fenêtre. Ça conserve les gènes qui sont affichés dans la fenêtre courante. Et ça inverse juste leur position. Donc là, vous voyez que là, ces trois couleurs, on va les retrouver de l'autre côté. Et ça met à jour les relations d'office entre les différents gènes. Et pareil, si on souhaite cacher un gène pour pouvoir s'intéresser à la relation entre deux chromosomes, donc si là on cherche à visualiser plutôt les informations entre le riz et le sorgho, on peut cacher
les chromosomes au besoin. Donc ça, c'est sur la partie visualisation. Et en complément, il y a un mode de recherche, enfin un mode de visualisation qui a été ajouté également. Là, on a pas mal de chromosomes qui sont grisés, pour lesquels on n'a pas d'informations sur les fenêtres, enfin sur les données courantes. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas avoir d'informations sur les autres chromosomes, sur les autres gènes, pardon, par rapport aux référents. Donc en cliquant là sur ce bouton, ce qui va se passer, c'est que pour tous les gènes du chromosome de référence, on va y regarder s'il y a de la relation d'homologie ici. Donc ça complexifie assez grandement la visualisation, mais du coup, là, pour chacun des gènes que l'on voit, on est censé avoir des homologies qui sont visibles au moins à un endroit sur l'interface. Donc à chaque fois, il s'affiche. Alors si on veut voir plus clair, on va essayer d'aligner au maximum les différents éléments. Celui-ci et celui-là. Ok. Et donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut, ici, là, par exemple, on peut cliquer sur ce gène-là pour centrer la vue sur ce gène-là et aligner l'intégralité des relations d'homologie sur celui-ci. Donc là, les paramètres de recherche sont conservés. Alors, vous voyez une petite boîte en bas sur le maïs. Ce que l'on a là, c'est un QTL qui était dans le système d'information GNPS, qui a été intégré dans les données de Synthénie. Alors, on va l'arrêter. Donc là, on peut le bloquer. C'est des données pour l'instant qui sont accessibles uniquement si on a un compte à l'Allergie, mais c'est de l'intégration qui a été faite en supplément avec les données de Jérôme et avec les données de cartographie que l'on avait historiquement dans le système d'information. Si je reviens sur le menu contextuel, ici, donc là on a deux QTL qui sont visibles, sur lesquels tous les gènes là, qui sont grisés sont positionnés au sein des QTL en question. Donc ici on a la liste pour le gène. Donc pour un chromosome, on affiche à tout moment un seul QTL. Mais dans le menu contextuel, on a des informations complémentaires sur les différents QTL qui sont disponibles pour cette position. Donc on peut cliquer dessus et ça va afficher le QTL à la même position, mais il n'aura pas forcément les mêmes flanquants. Donc ça c'est sur le jeu de données céréales. Par contre, plus intéressant sur le jeu de données blé, on va y aller. Donc là on a récupéré les informations que Jérôme nous a mis à disposition. Donc on va faire une recherche par QTL, ce sera plus intéressant, on va y arriver directement. On va prendre alors donc le trait, on sélectionne le QTL, on lance la recherche, il va nous centrer ici. Donc on voit pas le nom du QTL parce que je l'ai bloqué, donc on va le faire se bouger, parce que du coup il est caché derrière les petits soucis techniques, il était caché derrière les lignes, donc on ne le voyait pas correctement. Et pareil. Ok, donc là on a un QTL qui est sur le chromosome 2D du blé. C'est un méta-QTL en fait que Jérôme a reconstruit et à partir d'un ensemble de QTL qu'il a identifié dans la publication, dans la bibliographie. Donc ce QTL, on peut avoir des informations ici. Donc c'est le MetaQTL Guild 5 qui a été reconstruit avec l'ensemble des QTL que l'on a ici. Donc là, il y a une illustration des données de génétique quantitative et des publications qui sont dans lesquelles les cartes génétiques ont été publiées. Et on retrouve dans ce tableau, qui est visible dans le menu contextuel de chacun des gènes qui sont overlappés par le MetaQTL, on retrouve les informations sur les QTL, le trait pour lequel le QTL a été identifié, les valeurs statistiques à l'issue de la publication, ici, les populations des cartes génétiques, les pays, la recherche des laboratoires et l'année de publication. Il y a également les positions en centimorgan sur la carte génétique. Il n'y a pas davantage d'intégration avec ces données pour l'instant que via le menu contextuel ici et le MetaQTL qui est rendu visible dans l'interface graphique.
Donc là, j'ai fait une présentation sur l'ensemble des données qui sont visibles. Je vais faire une toute petite digression sur un autre travail qui a été réalisé par Laura sur l'intégration d'autres données qu'on avait dans notre système d'information. C'est sur les éléments transposables que l'on a, qui sont uniquement disponibles à ce jour sur le jeu de données dicotylédone. Donc là, on n'a pas de recherche par élément transposable directement. Je vais récupérer mon petit gène intérêt. Ici. Et donc ce que l'on a, je vais réduire les paramètres, remettre les paramètres par défaut. Donc ce que l'on a ici, sur le chromosome d'Arabidopsis thaliana, on a une petite information supplémentaire qui est affichée au sein du gène. Donc là, on voit, alors peut-être que c'est pas très visible sur l'interface, enfin sur le partage d'écran, mais on a un nombre ici, 5,5, 5,6, 4. C'est la couverture des éléments transposables sur une zone de 5 kb en aval et en amont du gène. Donc c'est une information de couverture en éléments transposables qui a été intégrée également, pour lesquels on n'a pas plus de données à ce jour. Et donc, ce que j'ai pas évoqué davantage tout à l'heure, c'est que dans le menu contextuel, on peut aussi avoir des informations complémentaires sur des données externes. Donc, en général, on a des informations sur les données que Jérôme a récupérées. La plupart, il les a récupérées sur le site Phytosome. Donc, pour chacun des gènes que l'on a, si on a un match, une correspondance sur le site Phytosome, on peut aller le récupérer directement. Donc là, on est sur le chromosome 45-660 d'Arabidopsis thaliana, et on a un lien direct vers le site Phytosome sur lequel il y a les informations d'ontologie, d'autres données génomiques que l'on n'a pas dans notre système, mais qui permettent d'aller plus loin pour obtenir des informations complémentaires et bénéficier également des genome browsers qui sont fournis par Phytosome. En complément, on a ici aussi une liste de liens qui sont issus des autres données que l'on a à l'URGI dans notre système d'information. Donc la plupart, ce sont des genome browsers pour lesquels on a un match pour le gène en question. Donc là, on a un GBROS sur le peuplier. Et donc, ici, on a également des GBROS sur la tomate pour lesquels on a des informations qui sont reliées à ce gène-là. Donc on peut également aller chercher davantage d'informations sur les GBROS, donc ça c'est les anciennes versions, sur d'autres, je crois que sur le jeu de céréales, on a des liens vers les GBROS aussi, ici on va le voir. On va s'intéresser au maïs. Et donc si on regarde le maïs, on est censé avoir des informations supplémentaires. Pas sur celui-ci. Si, voilà, le voilà. Donc ça, à chaque fois que l'on fait un clic droit sur le menu contextuel, on va faire une recherche dans le système d'information pour avoir des informations. Donc on peut aller naviguer sur le JBrowse Genome Browser doublé sur le chromosome 1, et donc on va centrer la vue sur ce gène-là. Je ne le vois pas, donc la track doit pas être sélectionnée par défaut. Oui, c'est parce que je suis chez le maïs parce que j'ai cliqué sur un gène de maïs pour lequel on a le genome browser qui est disponible, et du coup on peut aller voir toutes les annotations qui ont été intégrées à l'URGI, donc les LTR, les marqueurs, des QTL qui sont ici, donc là on les voit tous pour le coup, ici. Donc on est censé retrouver ces QTL également
dans le Symphony Viewer, donc le soluble carbohydrate ATP qui doit être disponible, visualisé ici. Je crois que j'ai fait le tour sur la partie visualisation. Je vais revenir sur cette sur l'intégration. Et donc, comme expliqué Jérôme tout à l'heure, donc il y a un projet Plan to Pro qui a été accepté cette semaine. Et on prévoit du coup au sein de ce projet pour l'application GNPS, donc d'intégrer le jeu de données complet des 40 génomes de plantes à fleurs. Également un travail supplémentaire sur l'enrichissement des données pour ajouter dans Symphony Viewer des informations fonctionnelles bibliographiques complémentaires à celles qui sont déjà existantes. Et on a également un travail exploratoire sur l'usage de bases de données graphes pour stocker et visualiser les données. Donc là, on changerait de paradigme pour se concentrer davantage sur la richesse des relations des données et mettre de côté un petit peu la partie visualisation directe et le travail qui a été fait jusqu'à maintenant dessus pour essayer de mettre davantage d'efforts sur les relations d'homologie, les données et les relations des données et l'enrichissement des données. Donc ça, c'est un travail exploratoire qui sera fait dans les 2-3 ans qui viennent et sur lequel, à titre personnel, j'ai pas mal d'espoir, qui permettront d'aller plus avant dans l'analyse des données. Et oui, alors du coup, oui, en effet, le format d'échange, j'ai failli passer à côté. Alors, je dois avoir ici, donc les données, pour rebondir sur la question de Philippe tout à l'heure, donc les données que manipule Jérôme, il effectue des blasts dessus, mais ce qui nous transmet pour intégration dans GNPS et dans Symphony Viewer, c'est un format d'échange au format Excel, sur lequel lui et son équipe ont réalisé beaucoup de travail pour le mettre dans le bon format. Donc c'est un Excel multi-onglet que vous le voyez là, ouais, non, c'est bon. Donc c'est un Excel multi-onglet avec des informations de contact pour l'aspect administratif. J'arrive pas à cliquer dessus. Je vais y arriver. C'est pas le bon. Je vais essayer d'en prendre un autre. Ok, donc je vais partir sur celui-ci. Donc on a des informations de contact pour le soumetteur de données. Les informations génomiques, donc ça, on n'a pas de séquence façade du tout à manipuler dans Symphony Viewer. C'est vraiment les noms de gènes. Les positions start-stop sont données à titre indicatif pour pouvoir ensuite faire de l'interopérabilité avec les JBROS par exemple. Si on veut faire des liens vers un génome browser. Vous ne voyez pas l'écran? Et vous m'entendez ou pas? Partager mon écran. Ok, je reviens là-dessus. C'est bon, vous le voyez là? Ok. Donc je reviens dessus. Donc sur la partie génome, on a du coup les informations des gènes, en fait les génomes complets des génomes modernes ici. Donc là, c'est un exemple avec le jeu de données céréales qu'on a vu tout à l'heure en Symphony. Donc on a l'intégralité des génomes, chromosome par chromosome, espèce par espèce. On a le riz, on a le sorgho, le maïs, etc. Et les informations sur les versions de génome et les versions d'annotation. En complément de ça, on a la proximité phylogénétique qui est disponible ici. C'est ce qui permet de classer les chromosomes modernes de manière plus ou moins proche du chromosome de référence ou du chromosome de blé dans le cadre du jeu de données blé. Et le gros du travail également ici, c'est l'ensemble des relations d'homologie. Donc c'est un format qui est relativement simple. Là, on a pour les chromosomes de référence, donc les chromosomes ancestraux dans le cadre de CRLV2, on a l'ordre des gènes qui sont disponibles, et pour chacun des gènes ancestraux, donc là on a un gène ancestral, et pour ce gène ancestral, on a la liste de tous les gènes des chromosomes des espèces modernes, donc le brachis, le riz, le sorgho, le maïs, brachypodium, etc.
Et donc c'est sous ce formatage-là que nous sont transmises les données. Donc là, il y a un gros travail qui est effectué en amont par Jérôme Florent et ses collègues pour nous fournir les données dans cet Excel, à partir de quoi nous, on intègre dans notre base de données, dans le système d'information. Donc ces fichiers sont fournis dans le cadre de projets. Donc avec Jérôme, on a toujours fonctionné comme ça. Pour l'instant, c'était en partenariat dans des projets. Par contre, il n'est pas impossible, si vous souhaitez intégrer des données dans Symfony de nous contacter pour obtenir le format d'échange, intégrer vos données dans ce format-là, formater vos données en respectant le format en question, et ensuite nous contacter pour faire une intégration dans le cadre de l'offre de service qui est proposée à l'URGI. J'ai mis le lien normalement dans les... Non, je ne l'ai pas là, pardon, autant pour moi. Donc sur le site de l'URGI, il y a sur la plateforme, pardon, il y a l'offre de service qui est disponible ici, pour lequel vous avez un formulaire pour demander une intégration de données. Donc pour chacune, il y a l'équipe se regroupe tous les 2 mois pour arbitrer les propositions. Et il y a un accompagnement de l'équipe d'intégration de l'URGI pour vous aider à remplir le fichier et ensuite pour procéder à l'intégration des données et voir en amont avec vous la meilleure approche. Je crois que j'en ai fini. Ah oui, en effet, il me manque une dernière chose merci Laura. C'était le lien dont Jérôme me parlait tout à l'heure. Donc on avait deux instances, deux datasets entre les monocotylédones et les dicotylédones, donc les céréales et les monocotes. J'ai mon anti-sèche ici, normalement, pour laquelle on a une intégration qui est très partielle en fait, qui permet de naviguer entre les deux jeux de données. Lorsqu'on fait un clic droit ici, voilà. Lorsqu'on fait un clic droit sur un gène ancestral du jeu de données dicotylédone, dans certains cas, on a des relations qui ont été reconstruites sur le jeu de données céréales V2. Ici, si on clique dessus, on va tomber directement sur le jeu de données céréales, sur le gène pour lequel Jérôme a identifié une relation d'homologie entre les deux datasets. Donc, comme il disait tout à l'heure, donc le travail qui a été fait, qui est en cours, de fusionner ces deux jeux de données pour nous les soumettre dans le format d'échange et les intégrer dans Symfony Viewer au sein d'une vue unifiée, dans une instance unique dans Symfony Viewer. Donc ça, c'est l'une des prochaines étapes. Et donc, je vais en terminer là. Sur la démonstration. Donc si vous avez des questions ou si vous souhaitez revenir sur un point en particulier, on va vous rendre la parole. Je vais rendre le... Donc c'est terminé, je leur donne le micro. Mickaël, vous réactivez le micro. Et sinon, c'est des questions dans le chat. Ils m'entendent pas. Mais il faut mieux que tu puisses répondre en fait, sinon ça va être compliqué. Est-ce que vous entendez? Et si vous avez des questions, on vous écoute. Philippe, tu m'entends, Mickaël? Alors, qui est-ce? Philippe. Philippe. Donc j'avais une petite question. Oui. Souvent, on a un gène d'intérêt dans une espèce, mais on n'a pas forcément un nom. C'est un choix technique, je vais le temps là, donc pas facile. On n'a pas forcément le nom dans les autres espèces, donc j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de séquence FASTA dans l'interface. On ne peut pas faire de blast, mais est-ce que vous avez une solution? Et moi, j'ai une petite séquence. À quel gène ça peut correspondre chez le riz ou brachii? Là, je récupère le nom du gène et à ce moment-là, je peux aller sur Symfony Viewer.
C'est clair? Tu m'entends, c'est bon? Euh, Vous pouvez répéter la question, soit Michael, parce que, ouais, ou Raphaël, parce qu'on a... ce que demandait le Philippe, du coup, c'est donc il peut avoir des séquences de gènes, mais ne pas avoir un nom de gène tel que utilisé dans Symphony Viewer. Et donc il demandait, si j'ai bien compris, s'il y avait un moyen pour retrouver de l'information dans Symphony Viewer à partir d'une séquence. Donc directement dans Symphony Viewer, il n'y a pas de possibilité pour faire ce genre de choses. En revanche, il y a des gibroses à l'ERJ et un BLAS à l'ERJ qui permet de rebondir sur les gibroses qui sont les genome browsers pour l'espèce d'intérêt si tu te concentres sur une espèce et qui permettent dans le gibrose de retrouver un nom de gène. Si tu rentres ce nom de gène une fois que tu l'as identifié dans Synthénique pour lesquels s'il y a des données pour ce gène-là, tu vas retomber sur les homologies qui ont été préalablement identifiées par Jérôme et son équipe. Un autre point d'entrée, c'est éventuellement du coup le portail. À partir du moment où tu as identifié ton nom de gène dans le gibrose ou dans le BLAST, ou si tu as un nom de fonction d'intérêt, je ne l'ai pas montré, je vais repartager l'écran du coup pour montrer à quoi ça ressemble. Vous le voyez là, c'est bon? Encore? C'est bon. Donc on a un portail de recherche qui va chercher sur tous les éléments de notre système d'information. Mais typiquement, si je vais chercher sur un gibrose, j'en ai un là encore, ici. Donc on a, alors là on n'a pas de, j'ai pas d'exemple du coup directement, mais on va chercher par exemple. On devrait identifier des données là-dedans. Si je cherche carbohydrate dans le portail de recherche, donc on va avoir des informations de phénotype, de séquence future, sur un ensemble d'espèces. À partir de là, si tu as récupéré un nom de gène, alors là j'ai pas de nom de gène du coup identifié à partir du BLAST, je suis pour lui. Mais à partir d'ici, on est censé retrouver des informations sur les gènes qui sont disponibles dans Symphony Viewer. Donc à partir du moment où depuis un BLAST ou un gibrose, tu as identifié un nom de gène, tu peux rebondir sur le portail qui est visible sur le site web de BRJ en page principale. Et à partir de là, rebondir sur l'interface de Symphony directement. Donc là, on a identifié des gènes qui sont localisés sur les différents datasets. Et donc là, on va pointer directement sur ce gène-là dans l'interface de Symphony Viewer. Donc ça, c'était le gène 80-80 qu'on met sur le riz, qui est donc ici. Et donc on a centré la vue sur ce gène-là à partir de la recherche d'un BLAST que tu aurais pu faire préalablement. Et tu as mis en base depuis ce gène-là, tu as les liens vers... Alors là, on est censé avoir des liens ici vers de ce gène-là sur le Quick Search. Peut-être qu'il y a un petit souci technique, il ne s'affiche pas. Dans le menu contextuel. Enfin, on les voyait tout à l'heure pour les gibroses. On avait peut-être un souci sur ces données. Bon. Ben là, on a un lien vers. Là, on a aussi un lien vers Grammy. Alors, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que dans le système qui est interrogé derrière, on va récupérer des informations qui sont stockées chez nous à l'ERJ, mais également tout un ensemble d'informations qui sont dans le réseau Transplant, qui était un projet européen dans lequel on a fédéré des données de laboratoires européens et internationaux. Donc on a des données à l'IBI, au NIPS, à Gramine, on est en cours d'intégration de données de GreenGene, et on a également des informations sur des publications du CIMIC par exemple. Et donc si le nom du gène est identifié dans un de ces documents chez les partenaires, ils seront automatiquement visibles dans le menu contextuel ici, avec le lien vers la ressource sur l'application du partenaire. Donc là, Gramine, on va centrer directement sur la vue qui correspond a priori, enfin ce qu'il a identifié pour le riz. Et donc là, on tombe sur le vrai qui peut bien visiblement, mais il doit avoir des informations ici sur le riz. Voilà.
Donc là, c'est l'exemple de Gramine. Il y a un travail également en cours donc avec GrainGene. On a aussi des données qui sont à l'université ouest australienne, C'est BBI, hein. avec DBI, Trinity Toolbox également. Est-ce que ça répond à ta question, Philippe? Oui, oui, très bien. Bon. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Pas de questions, pas de remarques, c'est la digestion. J'ai une petite question, Oui, c'est Frédéric. Je voulais entrer mon génome préféré, enfin, la tomate là-dedans. Quel est le travail à effectuer? Qu'est-ce qu'il faut fournir comme travail pour utiliser Alors, ça? Alors, donc l'ensemble des données sont, enfin les génomes sont fournis au sein d'un dataset. Donc, si tu avais des données, c'est uniquement pour le génome de la tomate? Parce que Si par exemple on a plein de populations différentes de tomates, on a du GWAS et compagnie, ouais. Donc si on tu as... peut rentrer des QTL différents. Alors, pour les QTL, s'il y a des QTL et la cartogénétique à intégrer, ça ne se fera pas dans le cadre de Symphony Viewer, mais dans le cadre des offres de services que l'on a pour la cartogénétique. Donc pareil, si vous avez d'autres types de données que vous souhaiteriez intégrer à l'URGI, on peut tout à fait, alors j'ai plus le partage d'écran là, je vais le réactiver, bouge pas. On peut tout à fait passer par l'offre. Alors soit il y a un partenariat existant, soit on passe par l'offre de service d'intégration de données de l'URGI pour intégrer ces données-là. Et donc il y a différents types de données. On peut avoir de la notation de génome, des ressources génétiques, en général ça passe par les CRD, de la cartogénétique avec les marqueurs et les QTL, du polymorphisme, du phénotypage, de la GWAS ou de la synthétique. Donc si tu as des données qui rentrent dans une de ces catégories, tu peux tout à fait nous contacter pour demander l'intégration de ces données et on verra ensemble pour te guider et pour te donner les formats d'échange qui nous permettront de récupérer tes données. D'accord. Mais par exemple, là, la tomate, elle n'est pas dedans encore. Non. Pour répondre, donc aujourd'hui la tomate elle n'y est pas. Dans le cadre du travail sur le tournesol, on a retravaillé l'évolution des astéracées, incluant les solanacées. Donc on a une comparaison tomate, pommes de terre, laitue, tournesol et j'en passe. Donc dans l'actualisation qui va être faite du jeu de données, la tomate y sera. Ça, c'est la première chose. D'accord. Mais pour répondre à ta question, imaginons, parce qu'il y a deux choses dans ta question. Il y a qu'est-ce qu'on fait pour intégrer une nouvelle espèce qui ne serait pas dans la mise à jour des mois à venir? Première question. Et deuxième question, est-ce que cet outil qui est une comparaison à l'échelle interspécifique, a vocation de faire de la synthénie à l'échelle intraspécifique. Premier niveau de question, imaginons, bon, je te donne la réponse pour la tomate y sera, mais quand même, imaginons dans la prochaine version, mon génome favori a été séquencé un mois plus tard et ce génome n'est pas dans la dernière mise à jour que vous avez faite. Là, je pense qu'il faut prendre contact avec nous et on a des outils, mais là, c'est plus Symphony Viewer. C'est comment mettre à jour rapidement la synthénie d'une nouvelle espèce par rapport à ce que nous connaissons de l'évolution des angiospermes. Donc ça relève du travail
de l'équipe de recherche, on a des outils pour mettre une nouvelle espèce assez rapidement dans le pool des espèces déjà à disposition. Donc, via l'URGI, quelqu'un qui se rend compte que son espèce n'est pas dans Centennial Viewer prend contact avec l'URGI, l'URGI prend contact avec nous, de toute façon on est pour Centennial Viewer les deux interlocuteurs, et on pourra remettre à intégrer cette nouvelle espèce. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, est-ce que, puisque maintenant pour un certain nombre d'espèces, on fait de la synthénie à l'échelle populationnelle, au moins pour Arabidopsis thaliana, tu as dit tomate, pour le blé on commence à l'avoir, pour le maïs. Ça, je pense que ça ne peut pas être dans un outil Centennial Viewer intraspécifique comme je viens de le montrer. Vous imaginez bien que si, alors que pour l'instant, une ligne, si une espèce, on devait avoir 10 lignes parce qu'on a 10 génomes tomates et puis 15 lignes parce qu'on a 15 génomes maïs, ça va faire quelque chose d'assez indigeste. Je pense que les outils centrés espèces, comme celui que qu'on a montré pour le blé, c'est clairement des outils que l'on doit développer à l'échelle des espèces pour faire de la génomique comparée à l'échelle intraspécifique. Donc aujourd'hui sur Centennial Viewer, on a le blé, puis le riz, le maïs, le sorgho. Donc on va dire les espèces modèles qui ont un peu plus d'avance pour de la validation fonctionnelle de gènes par exemple. La prochaine étape sera de mettre les génomes de blé en cours de séquençage, par exemple. Donc, on peut imaginer pour tomates, tu pourrais avoir une instance. Après, moi, je réfléchis en tant que chercheur. Je pense que l'URGI, en tant que travail qu'il y a derrière, aura son mot à dire. Mais je peux imaginer une instance Centennial Viewer tomate où tu as ton génome de ref tomate, où tu as tes QTL tomates, où tu as ton lien vers un GBROS tomate, parce que j'imagine que vous avez déjà ça à l'URGI, et inclure dans le Centennial Viewer tes données de reséquençage. Mais là, par contre, il y a une réflexion à avoir avec l'URGI, c'est comment on visualise les données de reséquençage. Souvent, les génomes reséquencés ne sont pas sous la qualité de pseudomolécules. Des fois, c'est des courts fragments. En fait, on veut souvent représenter dans ce qui est reséquencé par rapport à la référence, soit des polymorphismes SNP, soit des variants PAV et CNV. Et c'est ça la question, moi je pense qu'il serait intéressant de voir ensemble, c'est quand on veut représenter 10 lignes par rapport au génome de référence tomate, 10 lignes qui représentent les 10 variétés séquencées, comment rapidement et visuellement je donne accès visuellement et aussi avec toutes les infos derrière à là il y a un variant SNP, là il y a un variant PAV et CNV. Mais par contre, ça ouvre beaucoup de questions. C'est que SNP, PAV, et PAV et CNV, ça dépend de la référence de laquelle j'utilise. Donc, j'ai un catalogue de PAV et CNV si la référence, c'est le génome séquencé. Par contre, si le génome de référence, c'est l'une des variétés, des 10 variétés séquencées, le catalogue de CNV, PAV change. Donc, c'est quelque chose qui doit être itératif, en fait. Et là, c'est pas trivial à visualiser. Il y a beaucoup de centres de recherche qui se posent la question comment visualiser de manière interactive et itérative les comparées à l'échelle populationnelle, à l'échelle intraspécifique. Donc, je pense que ça relève des outils espèces centrés. Et si vous êtes intéressé, je pense qu'au début, on se pose ces questions-là. Si on est plusieurs autour de la table, tomates ou autre espèce, pour aborder ces thèmes-là, je pense que ça vaudrait le coup de faire une réunion et d'en discuter. Merci. Ça a répondu, Frédéric? Ouais, tout à fait. D'autres questions? Oui, Oui. bonjour Stéphanie. Merci pour la classe virtuelle. Très sympa. Moi, j'ai déjà posé cette question, mais je vais la reposer parce que peut-être qu'il y a d'autres auditeurs qui sont dans le même cas que moi. Moi, je suis plus intéressée par est-ce que c'est possible de récupérer l'outil? L'outil? Centennial Viewer, l'interface graphique, c'est ça, l'application? On a déjà tenté l'expérience avec Jérôme il y a quelques années. En fait, c'est un projet qui date de 2011 qu'on a monté avec Jérôme et Delphine Stenbach à l'époque. Et on avait essayé de fournir l'outil pour installer Hostdeck. Et j'avoue que c'est assez complexe parce que du coup, il est intégré dans le reste du système d'information GNPIS. Donc l'extraire tel que
Et l'installer par ailleurs, alors déjà pour l'installer ça demande bon, un travail conséquent, et ensuite il y a toute la maintenance qui va derrière, donc la base de données, les applications et les évolutions éventuelles qui peuvent être compliquées à mettre en œuvre. Donc l'approche que l'on privilégie, c'est plutôt de se rapprocher de l'équipe de Jérôme et d'un autre pour mettre en forme les données et les intégrer sur les jeux de données existants ou en cours d'élaboration pour les rendre visibles dans l'interface de Symfony. Ça, c'est l'état actuel des choses. Sachant qu'on peut aussi gérer des données privées. Sachant que, oui, oui, alors du coup, là je ne l'ai pas montré, mais s'il y a des jeux de données qui sont privés, qui n'ont pas vocation à être publics, on peut également gérer ce cas d'utilisation. Avoir un jeu de données complètement privé, ouais, enfin, le temps, le temps du projet jusqu'à la publication, parce qu'il faudrait qu'il y ait une publication au bout. On n'a pas vocation à stocker des données ad vitam aeternam s'il n'y a pas de publication derrière. Et donc ça, c'est l'état actuel des choses. Après, ce sera le travail exploratoire que l'on envisage dans le cadre de Plan Tout Pro sur l'aspect base de données graph. Vu qu'on va changer de paradigme de technologie, il n'est pas impossible qu'on puisse, à terme, si c'est confiant, enfin si l'approche valide l'idée de pouvoir fournir à l'installation ailleurs l'outillage que l'on va mettre en place pour intégrer les données et les visualiser dans une interface avec une vue orientée graph. Donc pour l'instant, c'était un travail exploratoire effectué là-dessus et ensuite un travail d'implémentation, mais c'est une piste qui est aussi envisageable. Ouais, pour compléter Et dans l'immédiat, la question, oui. tu m'entends, Stéphanie? Oui, oui. Pour compléter la question, si je ne me trompe pas, Stéphanie, est-ce que tu peux récupérer cet outil de visualisation, par exemple pour le CIRAD, pour donner accès à tes collègues à d'autres jeux de données, d'autres espèces ou ce genre de choses? C'est ça la question? Non? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire quasiment indépendamment des données qu'il y a dedans, c'est-à-dire l'outil qui a été développé, la façon de visualiser, l'interopérabilité, est-ce que c'est un outil qui a vocation à être délivré? Donc, pour compléter, moi, pour être franc et compléter la réponse de Raphaël et Michael pourra compléter, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est prématuré compte tenu des développements en cours et effectivement des expériences de portabilité de l'outil que l'on a eu concrètes, nous, au JDEC. Moi, j'ai essuyé ça avec les compétences que j'avais en local, des gens qui quand même, c'est pas trivial, hein, c'est pas pour, je dirais, faire un raccourci, c'est pas trivial et je pense que compte tenu du développement que l'on va faire, ça serait prématuré parce que j'estime qu'il y a des modifications, celles que l'on a mentionnées, qui vont se faire très rapidement. Par contre, pour être aussi clair, c'est dans le cadre de Plan Tout Pro, ce projet qui a été financé, qui a vocation de recherche finalisée, hein, c'est pas de la recherche fondamentale. Le Plan Tout Pro finance pas, je dirais, la méthode de détection de la synthénie. Elle finance notre capacité à donner accès à ces données à des utilisateurs et notamment privés. Avec l'URJ se posera la question d'avoir un outil délivrable à des utilisateurs. Peut-être qu'il n'aura pas toutes les fonctionnalités qu'on vous a montrées aujourd'hui, parce que je pense que ça, c'est pas la philosophie. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous l'outil Perséphone. L'outil Perséphone a cette vocation-là de faire de la synthénie, de mettre des données de génétique d'association, des choses comme ça. Mais ce n'est pas un outil gratuit. Et loin s'en faut. Donc, qu'il y ait un outil au terme du projet Plan Tout Pro vide de données, utilisable pour de la visualisation et qu'une partie de la visualisation qui vous a montré aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaiera de faire dans le domaine du possible. Mais sans doute pas avoir un outil clé en main portable, facile d'utilisation où je peux intégrer l'ensemble des données omiques. Ça, je pense que ça serait pas raisonnable de dire qu'on sera en capacité de le faire dans les années à venir.
Voilà. Super, merci. Oui, je suis d'accord qu'il faut rester avec des objectifs réalistes. Non, mais tu vois, par exemple, la partie de visualisation de la synthénie avec les traits, une ref, etc. Essayer d'avoir quelque chose qu'on puisse donner aux collègues, et imaginons qu'ils puissent marcher à l'échelle inter et intraspécifique. Si ça peut être un coproduit du travail que l'on commence dans le cadre de ce projet Parcours Pro, on ne va pas se gêner de le faire pour le donner à des utilisateurs comme toi qui pourront mettre des génomes qui vous sont propres, c'est sûr. Merci encore. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous inviter à suivre le lien qui est dans la dernière diapo de ma présentation, ce qui vous permettra de faire un retour sur le webinaire, ce que vous en avez pensé. Ça prend quelques minutes, c'est pas long, ça nous permettra d'avoir un retour pour l'amélioration de nos webinaires. Si tu veux, Jérôme, on te filera aussi les informations si ça t'intéresse. Vous avez le lien là et vous pouvez du coup télécharger la présentation de Jérôme, la mienne également qui est disponible là, sur le menu à droite normalement. Mickaël vous a mis sur le chat le lien direct l'enquête de satisfaction, l'enquête de retour sur le webinaire. Et s'ils ne peuvent pas télécharger les liens votes, on leur enverra par mail. Et si vous avez un souci pour télécharger les deux présentations, on peut aussi, enfin, on vous les enverra par mail, on vous les mettra à disposition, vous nous envoyez un petit message et puis on vous les retournera. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Donc c'est bon pour Julien? Bon, bah écoutez, du coup, on va pouvoir clore le webinaire. Merci Frédéric, merci Julien. Merci Jérôme pour ta présentation. C'était bienvenu. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite, on vous répondra dans la mesure du possible. Donc n'hésitez pas, vous avez notre mail. Et puis je rends la parole à Mickaël si tu veux compléter un truc. Non, je pense que c'est bon. Non, c'est bon? Non, Donc parfait. on va arrêter l'enregistrement peut-être. Très bien. Au revoir.